Le 7 juin 1944, 14h30, un village fortifié à 3 miles à l'intérieur des terres depuis Sword Beach, Normandie. L'Oberfeldwebel Karl Brenner commandait un blockhaus en béton armé positionné pour couvrir la route principale traversant le village. La position était excellente. Des murs d'1 mètre d'épaisseur, des meurtrières offrant des champs de tir se chevauchant avec les bunkers adjacents, des réserves de munitions suffisantes pour une défense prolongée. Son escouade avait tenu cette position pendant 18 mois, repoussant les attaques de reconnaissance et les patrouilles ennemies. Les Britanniques étaient à terre depuis à peine 30 heures, et Brenner était confiant. Son blockhaus les arrêterait comme il avait arrêté tous les assauts précédents. L'infanterie britannique avançait prudemment, utilisant les bâtiments en ruine comme couverture. Le mitrailleur de Brenner ouvrit le feu, les forçant à reculer. Engagement standard. L'infanterie ne pouvait pas assaillir les bunkers de front sans accepter des pertes catastrophiques. Brenner l'avait déjà vu. Les Britanniques appelleraient l'artillerie. Sa position survivrait au bombardement grâce à la construction renforcée et l'engagement stagnerait jusqu'à ce qu'un camp se retire ou soit renforcé. Puis Brenner vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Un char britannique avançait, mais il avait l'air étrange. Là où le canon principal aurait dû se trouver, il n'y avait qu'un tube court et trapu, à peine plus long que la tourelle elle-même, si large qu'on aurait dit que quelqu'un avait soudé un cylindre métallique sur le char, comme une plaisanterie. Les proportions étaient absurdes. Les chars normaux avaient de longs canons élégants, qui s'étendaient bien au-delà de la coque. Cette chose ressemblait à quelqu'un qui aurait coupé le canon et l'aurait remplacé par de la tuyauterie industrielle. « Qu'est-ce que c'est ? Sonata Peterson » demanda l'un des artilleurs de Brenner en plissant les yeux à travers la meurtrière. « Une poubelle !» Les autres rirent. Une poubelle, c'était exactement ce à quoi cela ressemblait. Un ingénieur britannique avait apparemment monté une poubelle sur une tourelle de char. Les rires continuèrent, tandis que le char s'arrêtait à environ 80 mètres de leur position, assez près pour que Brenner puisse voir clairement l'arme particulière. La tourelle pivota, alignant le tube trapu directement sur leur bunker. Il y eut un son, non pas le craquement sec d'un canon de char, mais un coup sourd et profond, comme quelqu'un frappant un énorme tambour. Brenner vit quelque chose décrire un arc dans les airs. Cela se déplaçait assez lentement pour être suivi visuellement, culbutant maladroitement, clairement visible comme un grand objet cylindrique qui ressemblait exactement à ce que son artilleur avait appelé une poubelle volante. L'objet frappa le mur avant du bunker juste à gauche de la meurtrière principale. L'explosion n'était pas comme l'artillerie ou le tir de char. Elle était plus profonde, plus lourde, l'onde de choc se propageant à travers la structure en béton elle-même, plutôt que d'impacter simplement la surface. Tout le mur avant du bunker s'effondra vers l'intérieur. Le béton armé, qui avait été épais d'1 mètre, réduit en gravats et en poussière en un instant. La meurtrière disparut. La position de la mitrailleuse se désintégra. Brenner fut projeté en arrière par l'onde de choc, les oreilles bourdonnantes, temporairement aveuglé par la poussière et les débris. Quand il put voir à nouveau, la majeure partie de sa position n'existait plus. Le mur avant avait disparu, le toit était partiellement effondré. 3 de ces hommes étaient ensevelis sous les décombres. Ceux qui riaient quelques secondes plus tôt étaient morts ou mourants. Le bunker qui les avait protégés pendant 18 mois avait été détruit par un seul tir d'une arme qui ressemblait à une plaisanterie grossière. Brenner rampa hors des décombres, se rendant à l'infanterie britannique qui s'approchait prudemment, armes prêtes. Un soldat britannique fit un geste vers le bunker détruit et dit quelque chose que Brenner ne comprit pas, mais le sens était assez clair d'après l'expression de l'homme. Voilà ce qui arrive quand on reste à l'intérieur. Le char qui avait détruit sa position était immobile à 80 mètres, son arme trapue pivotant déjà vers le bunker suivant. Brenner avait pensé qu'il avait l'air ridicule. Il comprenait maintenant que c'était la chose la plus terrifiante qu'il avait vue de toute la guerre, une arme conçue spécifiquement pour effacer les fortifications et qui fonctionnait exactement comme prévu. Le problème des forteresses.
La décision de la Grande-Bretagne de développer des armes spécialisées pour détruire les bunkers émergea d'une réalité tactique qui devint apparente lors des opérations de l'Afrique du Nord à l'Italie et jusqu'en Europe du Nord-Ouest. La doctrine défensive allemande se concentrait sur des positions fortifiées que les armes conventionnelles ne pouvaient pas éliminer efficacement. Les fortifications allemandes allaient de travaux de campagne construits à la hâte à des bunkers en béton sophistiqués avec des murs dépassant 1 mètre d'épaisseur, renforcés de barres d'acier et conçus pour résister aux impacts directs d'obus d'artillerie. Le mur de l'Atlantique représentait l'aboutissement de cette approche. Des milliers de positions fortifiées couvrant les plages d'invasion potentielles, chacune positionnée pour fournir un soutien mutuel et créer des champs de tir se chevauchant qui dévasteraient toute force d'assaut tentant d'avancer. Les canons de chars britanniques, même les armes relativement puissantes de 17 livres montées sur les Sherman Firefly, étaient conçus principalement pour engager des véhicules blindés. Contre les fortifications en béton, ils obtenaient un effet minimal. Un obus perforant de 17 livres pénétrerait efficacement le blindage d'un char, mais ne ferait qu'ébrécher le béton lorsqu'il était tiré sur des bunkers. Les obus explosifs étaient le plus efficaces, mais nécessitaient encore plusieurs impacts pour obtenir des dommages significatifs, et les bunkers allemands étaient spécifiquement conçus pour survivre à de tels bombardements. L'artillerie pouvait détruire les fortifications avec suffisamment de temps et de dépenses en munitions. Un barrage soutenu d'artillerie de campagne réduirait finalement la plupart des bunkers en gravats, mais l'artillerie nécessitait une préparation extensive, consommait d'énormes quantités de munitions et n'était pas toujours disponible lorsque les forces d'assaut avaient besoin d'un soutien immédiat. L'infanterie attaquant des positions fortifiées ne pouvait pas attendre des heures pour la préparation d'artillerie. Elle avait besoin que les bunkers soient éliminés immédiatement pendant l'assaut lui-même, au moment où le retard signifiait des pertes. Les frappes aériennes étaient également problématiques. Bombarder des positions fortifiées obtenait des résultats lorsque les bombardiers pouvaient délivrer des munitions avec précision, mais le soutien aérien rapproché était peu fiable en raison de la météo, des difficultés de coordination et du risque de toucher les forces amies. L'infanterie ne pouvait pas dépendre de la disponibilité du soutien aérien au moment critique où elle avait besoin que des bunkers spécifiques soient détruits pour continuer son avance. Le problème tactique était simple. Les forces d'assaut avaient besoin d'une arme qui pouvait détruire les positions fortifiées immédiatement, sans attendre la préparation d'artillerie ou le soutien aérien, utilisant une plateforme qui pouvait accompagner l'infanterie pendant l'assaut et éliminer les bunkers sur demande. L'arme devait être mobile, protégée contre les armes légères et capable de délivrer une puissance explosive suffisante pour effondrer les structures en béton armé. La solution que la Grande-Bretagne développa fut l'Havre, véhicule blindé du génie royal, montant le mortier à tige petard. Une arme si peu conventionnelle que les troupes britanniques et les défenseurs allemands se demandèrent initialement s'il s'agissait d'un équipement militaire sérieux ou d'une sorte de modification de campagne improvisée. La solution du mortier à tige. Le petard représentait une approche fondamentalement différente de la destruction de bunkers par rapport aux armes conventionnelles. Plutôt que de tenter de pénétrer les fortifications par énergie cinétique ou charge creuse, le petard délivrait des charges explosives massives qui détruisaient les structures par effet de souffle. L'arme était techniquement un mortier à tige, un système de lancement où le projectile contenait la charge propulsive et tirait depuis une tige fixe plutôt que depuis l'intérieur d'un canon. Cette conception permettait des projectiles beaucoup plus grands que les canons conventionnels ne pouvaient tirer, puisque le diamètre du projectile n'était pas contraint par les dimensions du canon. Le projectile du petard était un cylindre de 26 cm de diamètre contenant 18 kg d'explosifs puissants, à peu près équivalent à un gros obus d'artillerie ou à une grenade sous-marine navale. L'arme remplaçait le canon principal sur les chars Churchill qui étaient convertis en configuration Havre. Là où une tourelle de char normale montait un canon de 2 ou 3 mètres de long, l'installation du petard faisait à peine 1 mètre, un tube trapu qui dépassait juste au-delà de la face de la tourelle. L'effet visuel était exactement ce que les observateurs allemands notèrent. Cela ressemblait à quelqu'un qui avait remplacé un vrai canon de char par un équipement industriel qui n'avait pas sa place sur un véhicule de combat.
Le mécanisme de tir était simple et robuste. Le projectile, officiellement désigné la poubelle volante de 40 livres par les troupes qui appréciaient une nomenclature précise, était chargé sur la tige à l'intérieur du tube du mortier. Le tir enflammait la charge propulsive à la base du projectile, lançant la bombe avec un coup sourd distinctif qui était immédiatement reconnaissable pour quiconque l'avait entendu auparavant. Le projectile décrivait un arc dans les airs, assez lentement pour être visible en vol, et détonnait à l'impact avec la cible. La portée effective était d'environ 80 à 100 mètres. Au-delà de cette distance, la précision se dégradait rapidement et la trajectoire en arc rendait difficile l'atteinte de cibles spécifiques. Cette limitation était délibérée. L'arme était conçue pour le travail d'assaut à bout portant, où l'avers conduirait directement vers les positions fortifiées et les engagerait à des distances où manquer était presque impossible. Le processus de rechargement était la caractéristique la plus distinctive du système. Contrairement aux canons de char conventionnels qui se chargeaient depuis l'intérieur de la tourelle, le petard nécessitait un rechargement externe. Un membre d'équipage devait ouvrir la trappe de la tourelle, se pencher hors du char tout en étant exposé au feu ennemi, charger manuellement le projectile cylindrique massif sur la tige et fermer la trappe avant que l'arme ne puisse tirer à nouveau. L'ensemble du processus nécessitait environ 2 minutes dans des conditions de combat pendant lesquelles le char était vulnérable et le membre d'équipage effectuant le rechargement était complètement exposé. Les ingénieurs britanniques reconnurent cette vulnérabilité, mais conclurent qu'elle était acceptable compte tenu du rôle tactique de l'arme. Les Havreux n'étaient pas destinés à s'engager dans un combat soutenu. Ils avançaient avec les forces d'assaut, détruisaient des cibles spécifiques, de haute valeur comme des bunkers ou des bâtiments fortifiés, puis se retiraient, tandis que les chars conventionnels fournissaient un soutien de feu continu. Le taux de rechargement lent était moins important que la capacité de l'arme à éliminer efficacement les fortifications que rien d'autre ne pouvait détruire. Les mathématiques de la démolition. L'efficacité du petard contre les fortifications venait de la délivrance d'une force explosive concentrée contre des structures qui étaient fortes dans certaines directions, mais relativement faibles dans d'autres. Les fortifications en béton armé étaient conçues pour résister à la pénétration de l'avant, la direction d'où le feu ennemi arriverait typiquement. Les bunkers allemands avaient un blindage frontal qui pouvait résister aux impacts directs d'obus d'artillerie, avec des murs d'1 mètre d'épaisseur et renforcés de barres d'acier intégrées dans la matrice de béton. Cette construction les rendait presque immunisés contre les canons de chars conventionnels et difficiles à détruire, même avec un bombardement d'artillerie soutenu. Mais les structures en béton étaient vulnérables à la surpression de souffle qui se propageait à travers le matériau lui-même, plutôt que de tenter de pénétrer de l'extérieur. Lorsque l'ogive de 18 kg du petard détonnait contre un mur de bunker, l'explosion créait une onde de choc qui se propageait à travers le béton, causant une fracturation interne et une défaillance structurelle. Les barres de renforcement qui renforcèrent le béton contre la pénétration ne pouvaient pas empêcher cet effet de souffle. Le mur entier défaillait alors que le béton se fracturait sous des forces qui dépassaient ses limites structurelles. L'avantage tactique était écrasant. Un seul obus de petard pouvait détruire des bunkers qui nécessiteraient des dizaines d'obus de canons de chars conventionnels ou un bombardement d'artillerie soutenu pour être éliminé. Le calcul d'efficacité favorisait le petard de manière décisive. Un havre, avec environ 30 obus de poubelle volante, pouvait détruire plus de fortifications dans un assaut qu'une batterie entière d'artillerie de campagne tirant pendant des heures. L'effet psychologique était tout aussi significatif. Les troupes allemandes défendant des positions fortifiées comprenaient que les murs de béton offraient une protection contre la plupart des armes. Les bunkers étaient censés être des endroits sûrs où les défenseurs pouvaient combattre à couvert, protégés contre les armes légères, résistant à l'artillerie. Le petard violait complètement cette hypothèse. Lorsqu'une poubelle volante frappait un bunker, la structure cessait simplement d'exister. Les murs s'effondraient, les toits s'affaissaient, les positions de tir se désintégraient. Les défenseurs à l'intérieur étaient ensevelis sous les décombres ou tués par l'onde de choc se propageant à travers la structure. Les soldats allemands apprirent que lorsque les Haver apparaissaient, rester à l'intérieur des bunkers signifiait une mort certaine.
les fortifications qui étaient essentielles à l'arme téléprotégée devenaient des pièges qui garantissaient qu'ils seraient eux-mêmes tués lorsque les obus de pétard arriveraient. Cette prise de conscience changea fondamentalement les tactiques défensives. Les troupes commencèrent à abandonner les bunkers lorsque les AVR approchaient, préférant tenter leur chance à découvert plutôt que d'attendre d'être enterrés vivants lorsque leur position s'effondrerait autour d'eux. Le terrain d'essai de Normandie. Les opérations du jour J, le 6 juin 1944, fournirent le premier test de combat à grande échelle des capacités de l'Havre et les résultats validèrent le concept de manière décisive. Les fortifications du mur de l'Atlantique, couvrant les plages de Normandie, représentaient exactement le type de position défensive que l'AVR avait été conçue pour vaincre. Des bunkers en béton avec des champs de tir entrelacés, positionnés pour dévaster les forces de débarquement, protégés par des champs de mines et des obstacles qui canaliseraient les attaquants dans des zones de mise à mort prédéterminées. Les commandants allemands étaient confiants que ces défenses infligeraient des pertes catastrophiques à toute force d'invasion, gagnant du temps pour que les renforts arrivent et potentiellement rejetant l'invasion dans la mer. Les forces d'assaut britanniques comprenaient des unités blindées spécialisées, les Fannies de la 79e division blindée, qui déployaient divers chars modifiés pour des rôles tactiques spécifiques. Parmi ceux-ci se trouvaient des AVR, équipés de mortiers petards, chargés d'éliminer les positions fortifiées qui autrement arrêteraient l'avance depuis les plages. Les AVR débarquèrent dans les premières vagues, avançant avec l'infanterie vers les positions fortifiées, couvrant les sorties de plage. Les défenseurs allemands ouvrirent le feu depuis des bunkers qui avaient été positionnés pour fournir une couverture entrelacée, créant des champs de tir que les méthodes d'assaut conventionnelles ne pouvaient pas pénétrer sans perte massive. Les Havres identifièrent les cibles prioritaires, bunkers bloquant les routes critiques, positions menaçant l'infanterie qui avançait, fortifications que l'artillerie ne pouvait pas supprimer efficacement. À des distances allant de 60 à 100 mètres, les AV retirèrent leurs mortiers petards. Les poubelles volantes décrivirent un arc vers leur cible, avec des trajectoires visibles, tant pour les attaquants que pour les défenseurs, culbutant dans les airs avant d'impacter les murs des bunkers, avec des explosions que les troupes allemandes décrivirent plus tard comme ressemblant à des tremblements de terre. Des bunkers qui avaient été conçus pour résister à des bombardements prolongés s'effondraient sous des coups uniques. Des meurtrières disparaissaient, tandis que les murs se fracturaient et s'effondraient vers l'intérieur. Des positions qui auraient nécessité une préparation d'artillerie extensive ou un assaut d'infanterie prolongé étaient éliminées en quelques secondes. L'impact tactique fut immédiat et profond. Des sorties de plage que les défenseurs allemands s'attendaient à tenir pendant des heures furent dégagées en quelques minutes. L'infanterie qui aurait été clouée au sol par le feu des bunkers avançait rapidement derrière les AVRE qui éliminaient systématiquement les points fortifiés. Les fortifications du mur de l'Atlantique, qui étaient censées rendre l'invasion impossible, se révélèrent vulnérables à des armes qui délivraient des effets de souffle que les canons conventionnels ne pouvaient égaler. Un rapport d'action britannique nota « Les Havres se sont révélés inestimables pour réduire les positions fortifiées. Des bunkers qui résistaient au feu conventionnel des chars et nécessitaient une préparation d'artillerie extensive furent détruits avec des obus de pétards uniques. L'effet psychologique de l'arme sur les troupes ennemies fut substantiel. Les défenseurs abandonnaient fréquemment leur position lorsque les AVR approchaient plutôt que d'attendre d'être engagés. Recommandons une allocation accrue d'avors pour les futures opérations d'assaut. Les rapports allemands furent plus directs. Un commandant de régiment rapporta « Les chars du génie britannique, montant des armes de démolition de gros calibre, ont détruit nos positions les plus solides avec des coups uniques. Des fortifications en béton qui avaient été conçues pour résister à des bombardements soutenus s'effondraient instantanément lorsqu'elles étaient frappées par ces armes. Les positions défensives devenaient des pièges mortels plutôt que des protections. Les troupes refusaient de plus en plus de rester dans les bunkers lorsque ces chars approchaient.
La perspective allemande. Les forces allemandes développèrent une reconnaissance spécifique de la menace Havre et tentèrent diverses contre-mesures, dont aucune ne se révéla particulièrement efficace. Les premières rencontres générèrent des rapports que les analystes du renseignement allemand trouvèrent difficiles à croire. Les unités de première ligne décrivaient des chars britanniques montant des armes inhabituelles qui détruisaient les fortifications avec des coups uniques, mais les descriptions semblaient exagérées ou confuses. Comment une arme montée sur char pouvait-elle détruire des bunkers en béton armés plus efficacement que l'artillerie ? Les affirmations semblaient invraisemblables jusqu'à ce que suffisamment de preuves s'accumulent, confirmant que les rapports étaient exacts. Une fois que les commandants allemands reconnurent l'Havre comme une menace distincte, ils tentèrent de développer des contre-mesures. L'approche évidente consistait à détruire les havres avant qu'ils ne puissent engager les fortifications. Des canons anti-chars furent positionnés pour couvrir les approches des positions défensives avec ordre de prioriser tout char affichant le tube de mortier trapu caractéristique. Mais les AVR avançaient typiquement avec l'infanterie et le blindage de soutien, rendant difficile de les engager sélectivement. Détruire un AVR nécessitait souvent d'exposer les positions anti-chars au feu de multiples chars britanniques, entraînant des pertes que les forces allemandes ne pouvaient soutenir. Certaines unités tentèrent de concentrer le feu sur les havres pendant leur période de rechargement vulnérable. Lorsque les membres d'équipage étaient exposés à l'extérieur de la tourelle, cela obtint des succès occasionnels. Des AVR furent perdus à cause de tirs d'armes légères ou d'artillerie pendant le rechargement, mais cela ne réduisit pas significativement l'efficacité du véhicule. Les équipages d'Havre apprirent à effectuer les rechargements derrière une couverture ou tout en étant protégés par de la fumée, les rendant difficiles à cibler même lorsqu'ils étaient exposés. Les troupes allemandes développèrent une doctrine informelle d'évacuation des bunkers lorsque les AVRE apparaissaient. Les ordres spécifiaient typiquement que les défenseurs devaient maintenir leur position dans des circonstances normales, mais lorsque les chars du génie britannique approchaient, les troupes étaient autorisées à se retirer plutôt que de rester dans des fortifications qui s'effondreraient probablement sur elles. Cela représentait un aveu tacite que les positions fortifiées n'offraient aucune protection contre les obus de pétards et que la survie des troupes dépendait d'éviter l'engagement plutôt que de tenter de défendre des positions fixes. Un commandant de compagnie allemand rapporta « Rester dans des bunkers en béton lorsque les chars de démolition britanniques approchent est suicidaire. Les armes qu'ils emploient détruisent instantanément nos positions les plus solides. Les troupes combattantes comprennent cela et refusent de plus en plus de rester dans les bunkers lorsque ces chars sont présents. Les fortifications qui étaient destinées à protéger nos forces sont devenues des pièges qui garantissent pas des pertes si elles sont occupées lorsqu'elles sont attaquées. Recommandons le retrait des positions fixes lorsque les chars du génie britannique sont identifiés, même si cela viole la doctrine défensive. L'évaluation représentait un échec fondamental de la stratégie défensive allemande. Le mur de l'Atlantique et les lignes défensives ultérieures avaient été construits sur l'hypothèse que les fortifications protégeraient les défenseurs, leur permettraient d'infliger des pertes disproportionnées aux attaquants et permettraient aux forces en infériorité numérique de tenir des positions contre des formations ennemies plus importantes. Les AVR violaient chaque élément de ce calcul. Les fortifications ne protégeaient pas les défenseurs. Elles créaient des espaces confinés où les troupes seraient tuées lorsque les structures s'effondreraient. Les pertes étaient disproportionnées, mais dans le mauvais sens. Les défenseurs mouraient, tandis que les attaquants survivaient. Les petites forces ne pouvaient tenir des positions contre des formations plus importantes lorsque leurs fortifications pouvaient être systématiquement détruites en quelques secondes.